au décès de ma mère, j'ai complètement vrillé en fait. J'étais totalement absent en fait. Mais après, il est venu un moment où j'avais besoin d'en parler. Et c'est vrai que je trouvais pas en fait d'interlocuteur pour aller au fond des choses, aller au fond des émotions que je ressentais. J'entendais travail de deuil. Et moi, ça me faisait bondir parce que je me dis, en fait, je vais devoir bosser pour faire mon deuil alors que c'est déjà quelque chose d'hyper difficile. Mais il y a eu vraiment un moment de bascule où en fait, je crois que j'en avais marre d'être triste. Enfin, parce qu'il faut se le dire, à un moment, être triste, c'est épuisant. Et je me suis dit au plus profond de moi que le meilleur moyen d'aimer ma mère et de lui rendre hommage, c'était d'avoir une vie heureuse et d'être heureux en fait, même si elle n'était plus là. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Bonjour Evan. Salut. Pour commencer, déjà merci Evan d'être ici pour témoigner. Je suis super enthousiaste qu'on ait cette conversation ensemble avec toi, parce que je sais que ton histoire, Evan, c'est une histoire qui à la fois est douloureuse, qui est difficile, et c'est aussi une histoire qui a profondément du sens. C'est une histoire d'amour, de résilience. Et je sais que cette histoire, elle va toucher le cœur de beaucoup de personnes qui sont en deuil aujourd'hui et qui ont besoin de ces conversations profondes. On va parler du deuil de ta mère, on va parler de ton histoire, de comment tu as pu trouver des repères et aussi de comment aujourd'hui tu as pu construire un projet qui fait du sens pour toi. Mais avant ça, je voudrais qu'on parle d'un sujet parce que je pense à toi qui est en train de nous écouter et en train de nous regarder, des questions que tu te poses sûrement à partir de cette interview. Evan, tu m'as dit quelque chose quand on a préparé cette interview qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'est toi qui as écouté des témoignages. Oui, en effet, c'est ce que je t'ai dit et ça fait du bien en fait d'entendre des gens qui ont vécu la même chose parce qu'on s'identifie directement et ça aide beaucoup à pas se sentir seul en fait, se dire qu'il y a d'autres personnes qui vivent ces expériences et de voir des témoignages de personnes qui sont 1 an, 2 ans, 3 ans après le décès et qui vont mieux, ça aide vraiment beaucoup. Toi, c'est quelque chose qui t'a inspiré. Tu m'as partagé aussi que au début, quand tu regardais ces témoignages, tu avais une petite résistance. Tu disais, moi, c'est pas forcément pareil. Justement, comment tu te ressentais par rapport au fait que toi, tu avais ton histoire et que tu pouvais entendre l'histoire d'autres personnes? En fait, c'est un petit peu je pense, le sentiment qu'on a tous au début parce que chaque histoire est propre à la personne et donc quand on écoute un témoignage, au début, on veut entendre exactement notre histoire. Ça peut être, moi je sais qu'au début, c'était, non, lui, il a perdu son père, il avait tel âge, moi non, moi j'ai perdu ma mère à cet âge-là, donc elle était plus jeune. Plein de choses comme ça où on a besoin de sentir que notre histoire est vraiment comme si notre histoire était plus dure que les autres. Et puis au final, après, on se rend compte qu'en fait, toutes les histoires sont différentes et la douleur peut pas être mesurée selon le degré du deuil, tout ça. Je voulais commencer par ça parce que justement, je pense à toi qui nous regarde et qui nous écoute. Et pour préciser en fait que cette histoire qu'on va te partager, elle n'est pas là pour se comparer, elle est pas là pour dire moi ou Evan on fait mieux le deuil que toi, mais c'est juste comme tu le disais Evan pour inspirer, euh, pour te partager un parcours de vie, des exemples de réponses que Evan a pu trouver. C'est un peu comme si on créait cette boule de neige que toi tu partageais Evan, que toi tu as entendu un témoignage qui t'a aidé à avancer. Et aujourd'hui, si tu es là, c'est aussi pour alimenter cette boule de neige qui va inspirer
d'autres personnes avec ta propre histoire et ta propre façon que tu as pu transformer ton deuil. Bah, c'est sûr, si je peux même ne serait-ce qu'enlever un tout petit peu de douleur à la personne qui vient de vivre ça, c'est clair que ça me ferait très plaisir. Et je pense que quand on est à la phase aiguë du deuil, au tout début, on a vraiment besoin de toutes les petites lueurs d'espoir qu'on arrive à capter. On en a besoin parce qu'en fait, on est tellement dans une sorte de monde irréel pendant quelques semaines, quelques mois, que, que oui, d'entendre des gens qui vont mieux, qui portent un message d'espoir, qui broient pas du noir sans arrêt, ça fait du bien. Ouais, on a besoin de retrouver cette vie assez rapidement. Et je voudrais commencer par te remercier aussi, Evan, parce que prendre ce temps aujourd'hui pour partager ce que tu as vécu dans un monde où les gens ils zappent, où on commente au bout de 30 secondes après avoir écouté 30 secondes d'une vidéo, c'est pas anodin en fait de témoigner publiquement d'un sujet qui est aussi intime et de partager ton histoire. Donc je voudrais te remercier d'être là aujourd'hui pour le faire. Euh, on va parler justement de ta maman et de ce qui est arrivé à ta maman. Est-ce que tu voudrais nous en dire un peu plus justement sur, en quelques mots, qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Eh ben, ma maman, on a découvert un cancer du poumon, enfin des poumons à ma maman en novembre 2022 et s'en est suivi voilà, plusieurs mois d'hospitalisation, des moments où on avait de l'espoir, des moments où on avait beaucoup moins d'espoir. Et malheureusement, elle est décédée en septembre 2023 d'une crise cardiaque avant de se faire opérer du cœur. Voilà en gros ce qui s'est passé. Et ma maman avait 56 ans. Et elle s'appelait comment ta maman? Et elle s'appelait Valérie. D'accord. Et donc en septembre 2023, aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans, un petit Ouais. peu plus de 2 ans. Justement, t'avais quoi au moment de son décès? T'avais quoi comme relation avec elle? J'avais une relation vraiment très très fusionnelle avec ma mère. On était très proches depuis ma naissance, hein, comme souvent les garçons avec leur maman. Voilà, c'était ma confidente, c'était la personne que j'appelais dès que j'avais besoin, dès que j'avais un coup dur. Euh, voilà, donc le décès, enfin le moment du décès a été très dur, mais le moment avant aussi le décès est très compliqué parce qu'on voit aussi la fragilité d'une personne qui a normalement un roc pour soi. Donc en fait, c'était aussi ces mois avant le décès qui était très très compliqué. Les moments liés à sa maladie, en fait, et aux inquiétudes. Bah, les moments liés à sa maladie, les périodes d'hospitalisation, euh, voilà, des fois l'espoir est de se raisonner parce qu'en fait la mort c'est tellement quelque chose de pas envisageable qu'on a besoin de se faire plein de scénarios pour se dire bah non c'est pas ça va aller ça va pas c'est pas ça qui va se passer donc beaucoup de stress beaucoup de voilà de voir aussi soutenir les proches de se soutenir entre nous donc beaucoup d'énergie dépensée et voilà on avait une famille vraiment très soudée, donc enfin, la problématique, c'est pas une problématique justement d'être très soudé, mais justement quand on perd un être cher et que la famille était vraiment fusionnelle, c'est encore plus douloureux. Nous, on s'est rencontrés plusieurs mois après le Ouais, décès de ta maman. début 2024, si je me souviens. Ok. Et justement, à ce moment-là, c'était quoi le plus dur pour toi dans ton deuil? C'était de comprendre, en fait, j'avais besoin de comprendre pourquoi ça m'arrivait à moi. On a toujours un sentiment de oh là là, pourquoi ça me tombe dessus, alors que voilà, les autres, bah non, ils ont des parents qui vivent jusqu'à voilà, 80, 90, et pourquoi moi, là, maintenant, je dois perdre ma maman à 56 ans. C'était ça, et j'avais un fort sentiment d'injustice, en fait. J'étais encore en colère
et j'acceptais pas du tout de vivre sans ma mère en fait. J'étais là un petit enfant qui venait de perdre sa mère quoi. Donc c'est mon enfant intérieur comme on dit qui était en crise, qui était perdu et du coup je parlais pas beaucoup, j'arrivais pas à m'exprimer, je partageais pas mes émotions. Ouais, c'est ça qui a été compliqué, c'est l'isolement et on se retrouve un peu seul. Enfin, on vit notre deuil quand même assez seul, puisque on a chacun notre propre histoire avec l'être cher qui est plus là. Là, tu parles particulièrement de comment tu as vécu le deuil au milieu de ta famille, au milieu des deuils en fait des autres personnes de ta famille, c'est c'est ça? ça. C'est ça parce que moi, en fait, au décès de ma mère, j'ai complètement vrillé en fait. Enfin, j'ai été soutenu beaucoup par mon frère et mon père, qui en fait étaient dans l'action, étaient dans pas trop dans l'émotionnel, mais plus dans la gestion de crise, tout de suite après le décès. Et moi, j'étais totalement absent en fait. J'étais absent et parce que j'avais besoin qu'on me, en fait, je voulais retrouver cette place que j'avais avec ma mère d'être son enfant, donc d'un amour inconditionnel, d'être compris dans mes émotions, de qu'on me dise que ça va aller. Et en fait, à ce moment-là, il n'y a personne pour dire ça, puisque en fait, chacun est différent, donc chacun est dans sa propre histoire. Et justement, plutôt, et les personnes qui, donc, en dehors de ta famille, je pense à tes amis, tes collègues, comment, c'est quoi la réaction, ou plutôt comment toi tu t'as perçu la réaction des gens autour de toi? J'ai eu quand même beaucoup de soutien de mes proches, de mes collègues de travail, de ma famille proche. Après, c'est toujours. En fait, il y avait une sorte de peur un peu de m'approcher ou de parler de ça, parce qu'en fait, ça touche aussi, je pense, à des histoires personnelles de chacun, des peurs ancrées, où en fait, on sait pas. Enfin, c'est quelque chose, tant qu'on l'a pas vécu, c'est quelque chose qu'on peut pas imaginer. Donc, il y avait beaucoup de ça, un peu de réticence à me parler de ça, alors que, enfin, au début, j'en parlais pas, mais après, il est Ouais. venu un moment où j'avais besoin d'en parler, et c'est vrai que je trouvais pas en fait d'interlocuteur pour aller au fond des choses, aller au fond des émotions que je ressentais. En fait, une forme de gêne, c'est ça? Ouais, Ou il deux? y avait Ouais. une gêne, et surtout, il y a un conditionnement aussi général du fait que quand quelqu'un est en deuil, surtout, on n'en parle pas parce que faut pas le remettre dedans, ou voilà, on va pas parler de choses qui rendent triste, donc on va passer des bons moments. Enfin, tu vois, il y avait un peu ce côté où il y avait du soutien, mais du coup, c'était pas forcément un soutien adapté à chaque fois, puisque quelqu'un qui vient de perdre quelqu'un de proche, enfin, il a envie de parler de cette personne, il a envie de parler de sa peine, il veut, il veut pas juste penser à autre chose. Enfin, ou alors, mais c'est souvent un peu la réaction instinctive qu'on a tous, de vouloir mettre un couvercle sur la peine, et puis à essayer d'un peu de l'étouffer au début. Donc, tu as besoin de pouvoir comprendre. Euh, c'est quoi les démarches que tu as pu avoir avant qu'on se rencontre, ou qui ont pu t'aider Beaucoup de recherches sur Internet, Ouais. beaucoup de vidéos sur le deuil. J'ai commencé à acheter des livres sur le deuil, donc j'ai lu tous les livres de Elisabeth Kubler-Ross, de Christophe André sur l'explication des phases du deuil. En fait, j'avais besoin de me projeter un peu plus dans l'avenir et de me dire bon bah voilà, ça va être dur tant de temps, et puis à un moment donné, ça va aller mieux. Au début, une recherche frénétique d'informations, beaucoup de lectures. Mais par contre, moi, c'était que de la lecture sur le deuil. Il fallait que je comprenne ce que c'était. Donc, c'était beaucoup ça. Qu'est-ce qui t'a manqué en fait avant qu'on se rencontre dans ces démarches?
Bah, ce qui m'a manqué, c'est plus ouais, des témoignages personnels en fait, de pas être dans la théorie, parce Hmm. il y a beaucoup d'informations théoriques sur le net, sur le deuil, et puis en fait, on entend des histoires de gens qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, donc à chaque fois, c'est assez, C'est pas assez je trouve ça, incarné, c'est ça? C'est pas assez incarné en fait. c'est-à-dire. Ah oui, Bah, incarné, oui, voilà. oui. C'est pas oui, c'est pas incarné, c'est des histoires comme ça qu'on entend, mais ça reste. On se dit bah non, c'est pas moi, moi c'est différent, moi c'est comme ça correspond jamais à ton histoire personnelle, donc enfin moi j'essayais de trouver voilà des gens qui avaient perdu leur mère, mais qui avaient le même âge que moi, enfin qui étaient un peu dans la même situation. Et au début c'est ça que j'arrivais pas à trouver. Et qu'est-ce qui t'a parlé en fait dans... Alors, toi, tu m'as découvert par le podcast, hein, c'est ça? Moi, je t'ai découvert sur Spotify par le podcast Les Orphelins Résilients. Et en fait, bah, au début, j'avais un peu de mal à m'identifier à ça, à ce mot orphelin, parce que je me disais, Hmm. bah ouais, mais j'ai pas perdu ma maman, j'étais pas enfant. Donc je me disais, bah oui, ça va pas être pareil. Et puis finalement, en fait, j'ai commencé à écouter les épisodes. Et c'est vrai que la façon dont tu as de tourner les choses et d'expliquer voilà les réactions qu'on peut avoir, d'être plutôt dans un message d'espoir, d'être positif, en fait, c'est ça qui m'a attiré et qui a fait qu'après c'est devenu un peu un rendez-vous régulier où j'ai écouté. Il y a des épisodes que je réécoutais dans des phases où j'allais vraiment pas bien. Hmm. Et ça m'a permis un peu de sortir la tête de l'eau, en fait. D'accord. Et si je me souviens bien, je crois que tu étais venu à un atelier, non, Ouais, que ouais, j'avais ouais. fait pour Noël. Ouais, Ouais. j'ai fait un premier atelier donc à Noël et là en effet c'était en groupe et chacun racontait un petit peu rapidement son histoire. Euh, Hmm. et c'était le début après enfin c'est après cette visio que j'ai pris rendez-vous avec toi. C'était quoi les questions que tu te posais ou ou les appréhensions que tu pouvais avoir par rapport à mon accompagnement, par rapport à mon approche avant de commencer? Est-ce que vraiment ça va m'aider dans mon deuil? Est-ce que c'est pas juste pour entendre quelqu'un parler de son histoire et en fait me raconter sa vision du deuil, mais qu'en fait Hmm. ça me nourrisse pas moi-même? Euh, mais après, enfin, ce qui m'a vraiment attiré, c'est le fait que voilà, tu puisses, toi ayant perdu ta mère, comprendre en fait un petit peu le mécanisme et qu'on soit au même niveau. Hmm. Au même niveau. Alors, on n'a pas le même vécu, mais je veux dire, on a une expérience commune qui est la perte Hmm. de son parent. Et en fait, pour moi, ça crée une confiance euh, ça crée une confiance. Donc Hmm. on va se livrer beaucoup plus rapide, enfin, beaucoup plus simplement, naturellement. Et c'est différent d'un accompagnement psy où en fait on a en face de nous quelqu'un qui a peut-être pas vécu la situation, qui va plutôt être dans le suivi, comme je disais, de suivre un manuel du deuil qui Hmm. va te dire bah non, ça doit être comme ça, là c'est pas normal, c'est ça. Je te remercie d'en parler parce que c'est une nuance qui est pas forcément facile à saisir. Ce que tu me dis, cette appréhension que parce que j'ai vécu l'histoire, tu peux avoir une crainte de te dire, ouais, est-ce que il va pas juste me parler de son histoire et me parler de lui, ce qu'il a pu trouver. Et en même temps, c'est très vrai ce que tu dis, ce sentiment que en fait, parce que quand on a vécu la même expérience, même si c'est pas exactement de la même façon, à la même époque, au même moment, il y a quelque chose en fait qui dépasse la simple compréhension conceptuelle du deuil, de ce qu'on peut voir dans un film ou lire dans un livre, qui est en fait une compréhension plus euh, incarnée en fait, enfin plus, enfin qui va plus loin, même au niveau, je dirais, de l'âme pour ceux pour qui ce mot parle. Mais et en même temps, donc il y a effectivement il y a cette ambiguïté de, enfin cette crainte de est-ce que je vais te parler enfin moi mon positionnement c'est plutôt
ça a été plutôt de t'accompagner, en fait, et pas de à partager mon histoire. Voilà. d'être à l'écoute, de m'écouter vraiment, de pas de me lancer directement des outils sans comprendre ce que moi je ressentais. Enfin voilà, tu as eu cette démarche de savoir où est-ce que moi j'en étais, quelles étaient mes émotions. Euh, et ça, je pense que dans un accompagnement psy, on l'a pas forcément parce que parce qu'il y a peut-être aussi une méconnaissance générale des émotions humaines et que en fait, pour pouvoir aider quelqu'un, il faut déjà comprendre ce qu'il vit, quelle est sa réalité. Et donc ça, c'est Mm. quelque chose que tu arrives assez bien à faire, oui. Justement, qu'est-ce qui t'a aidé dans ce que je t'ai partagé, ce qu'on a vu ensemble pendant l'accompagnement? Je me souviens qu'on a fait des exercices aussi de reconnexion, où je fermais les yeux et où je m'imaginais avec ma mère. C'est des choses que j'avais pas fait avant. Plein Mhm. de petits exercices comme ça qui étaient de se reconnecter à son émotionnel et de se reconnecter aussi à la personne qui est plus là Mm. pour continuer un petit peu l'échange même si c'est sous une autre forme, voilà. Euh, et surtout de me donner une vision, en fait, une projection et de pouvoir aussi Mm. me rassurer un petit peu sur, de valider un petit peu mon ressenti à chaque fois et de me permettre en fait de vivre le deuil comme moi je le voulais et à mon rythme, en écoutant mes émotions et en validant un petit peu mes ressentis. Et ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui valide ce qu'on ressent et même quand on se sent triste, de dire bah en fait Mm. c'est ok que tu sois triste et c'est pas un échec de Mm. pleurer, c'est pas un échec de se sentir en colère. Et ça, je trouve que c'est vachement rassurant parce qu'on se Mm. dit bon bah on n'a pas d'effort à faire dans le sens de travail. Tu vois, j'entendais travail de deuil et moi ça Mm. me faisait bondir parce que je me dis ben en fait je vais devoir bosser Mm. pour faire mon deuil alors que c'est déjà quelque chose d'hyper difficile. Donc Mm. c'est ça qui m'a aidé. Ouais. Et je me souviens, il y avait cette question de, alors quand tu me partages là de l'accueil en fait de cette vulnérabilité, de cette tristesse, il y avait cette question en fait de la victimisation Oui. que tu te posais, ouais. Bon, parce que oui, on a tous un personnage et moi j'étais vraiment dans le personnage d'enfant qui venait de perdre sa mère et donc qui était victime de la situation, enfin qui était vraiment victime et donc j'étais dans cette posture avec mes proches au début, Mm. avec tout le monde. Donc c'était une posture qui avait des avantages, hein, c'est que je recevais beaucoup de soutien. Euh, Mm. on me disait un petit peu, oh là là, mon pauvre, tu viens de perdre ta mère, ah ouais, ça doit être dur. Donc ça t'apporte du réconfort, mais en fait, la victimisation, elle a une phase et puis on a besoin d'évoluer vers autre chose parce que c'est aussi souffrant d'être victime à Mm. chaque fois de tout ce qui nous arrive. Et justement, toi, comment toi tu t'es reconnecté au sens parce que tu me disais que en fait, ce qui t'a aidé, c'est aussi de pouvoir te projeter en fait. Mais il y a eu vraiment un moment de bascule où en fait, je crois que j'en avais marre d'être triste. Enfin, parce qu'il faut se le dire, à un Mm. moment, être triste, c'est épuisant et ça n'empêche pas que je suis encore triste parfois. Mais j'ai eu vraiment cette bascule en mode, voilà, j'ai vraiment envie de profiter de la vie, de revoir du monde, de refaire la fête, que ça soit un peu moins lourd en fait. Et en Mm. fait, quand on commence à mettre le pied dedans, bah, ça devient plus léger au fur et à mesure. Un moment de bascule où t'es passé de ça te semblait inconcevable de pouvoir en faire quelque chose de positif Ouais. à tu trouves des moyens pour faire du sens à partir C'est de ce que tu ça. as Et vécu. puis c'est surtout qu'en fait, je me suis dit au plus profond de moi que le meilleur moyen d'aimer ma mère et de lui rendre hommage, c'était d'avoir une vie heureuse et d'être heureux en fait, même si elle était plus là. Puisque, Mm. enfin,
ma mère, c'était une personne vraiment solaire qui avait une énergie de dingue. Et en fait, je voulais pas gâcher ça enfin, je voulais pas être triste. Enfin, je voulais pas être triste indéfiniment. Je veux dire, Mm. j'avais besoin que quelqu'un me dise, là, en fait, vous êtes dans un personnage de petit enfant et vous êtes victime de tout, de la situation, mais vous avez le pouvoir de reprendre la main. Et donc, à Mm. partir du moment où j'ai repris la main, j'ai repris un peu le pouvoir aussi sur moi et sur ce que je vivais. Comment concrètement ça, ça a impacté ta vie et c'est vraiment, et c'est important d'être précis, c'est que c'est pas faire bien son deuil, c'est ce changement de perspective. Euh, comment tu te sens aujourd'hui justement? Si on reprend par rapport à ce que tu me disais avant qu'on se rencontre, comment tu te sens aujourd'hui dans ton deuil? Aujourd'hui, je me sens vraiment très bien. J'ai des phases où je suis un peu plus triste, mais globalement, en fait, j'ai confiance. J'ai confiance en Hmm. ma capacité à, à affronter les épreuves de la vie. Et surtout, j'ai plus peur de mon émotionnel aussi. Avant, Hmm. j'avais un peu peur que ça me détruise, en fait, que la souffrance me fasse que je me relève plus jamais. Et en fait, à partir du moment où j'ai compris que les émotions, c'était des vagues, Hmm. et que en fait, j'avais juste à, quand j'étais dans un moment bas, à me dire ok, c'est ok, je suis triste, mais ça va aller mieux. À Hmm. partir du moment où j'ai compris vraiment au plus profond de moi que c'était, ça variait, que ça changeait, ça a été mieux. Et ce que tu me partages aussi, si je comprends bien, c'est que c'est pas juste à court terme, mais c'est plus à long Ah non, terme c'est un changement vraiment profond qui m'a Hmm. moi aidé aussi voilà, à remettre en cause aussi ma vie d'avant, c'est-à-dire ma vie où j'étais un peu victime. Moi, à chaque fois, j'étais déjà dans cette posture tout le temps d'être victime de tout et d'être hyper stressé, d'être parfois très mal et en fait, j'en suis venu à, à l'intime conviction que c'est un cadeau aussi qui m'a été fait, dans le sens où c'est pas un cadeau de perdre un être cher, mais ce qu'on Hmm. trouve derrière, c'est-à-dire de découvrir des ressources pour plein d'autres choses dans sa Hmm. vie et d'être capable aussi de voir les choses sous un angle différent. Ça, c'est vraiment voilà, un vrai bonheur pour moi de pouvoir vivre enfin plus sereinement, avec moins de stress, avec voilà, plus confiance en l'avenir en fait. Et c'est important la nuance que tu fais parce que c'est sûr que euh, le Evan de il y a 2 ans, sûrement, si tu lui dis Ah qu'il là, aurait trouvé un cadeau. non, mais c'est pour ça que je nuance bien le terme cadeau, Hmm. parce qu'en fait, si j'avais eu le choix en fait que ma mère soit en vie, bien sûr que je choisirais qu'elle soit là, parce qu'elle me manque et parce que ça reste douloureux. Mais le fait est qu'elle est plus là et Hmm. qu'en fait, la vie que j'ai maintenant enfin, que je suis heureux avec la vie que j'ai maintenant et que je préfère porter son souvenir et être heureux Hmm. alors être heureux pas tout le temps mais globalement ça m'apporte beaucoup plus de force et puis c'est Hmm. aussi vraiment pouvoir parler d'elle voilà Hmm. d'être dans la transmission en fait. Mais justement, on va en parler de cette transmission parce que tu m'as recontacté il y a quelques mois, puis on s'est reparlé il y a quelques semaines parce que tu avais un projet que tu voudrais partager. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet et sur comment il porte ces valeurs de ta maman que tu parlais comme une personne de forte, de lumineuse, de courageuse? En fait, j'ai eu l'idée, alors c'est venu au détour d'une conversation avec mon frère qui me disait vouloir faire un tatouage en l'honneur de notre mère. Et le tatouage, il l'appelait Valavi.
Et en fait, quand il m'a donné le nom, il m'est venu à l'idée assez vite de faire quelque chose de ce nom. Et en fait, j'ai décidé de créer une marque de vêtements qui s'appelle Valavi, qui en fait porte des valeurs de résilience, de force. L'idée, en fait, c'était que ces personnes portent les vêtements pour que je puisse ensuite parler de ma mère et que ça puisse être un souvenir que d'autres personnes vont porter. Et donc en fait, là j'ai le t-shirt et en fait le logo c'est un cœur, alors qui est pas un cœur d'amoureux, c'est un cœur organe puisque c'est le vrai cœur qu'on a à gauche et il est surplombé de petits battements de cœur parce que c'est un cœur qui bat encore. Donc l'idée en fait c'était de moi ce que je vis moi, ma mère continue de vivre un petit peu aussi. Ce que tu dis, c'est que c'est pas seulement un projet entrepreneurial comme ça que tu as décidé de faire, c'est vraiment la continuité. Et même, c'est le cas de le dire, c'est un projet de cœur. Ouais. C'est aussi raconter ton histoire. Ce que j'entends, c'est même plus que ça, c'est en fait créer quelque chose concrètement à partir du décès de ta maman. Ben c'est ça, c'était le fait d'en faire quelque chose. C'est un projet qui m'a aussi beaucoup aidé à faire mon deuil, puisque en fait, quand j'ai commencé le projet, quand j'ai eu cette idée, c'était il y a 1 an maintenant, donc j'étais quand même encore en plein deuil. Et ça m'a aidé déjà à pouvoir mettre des mots sur les émotions que j'avais et à pouvoir en parler, à pouvoir le partager avec pas mal de monde. Ça a du sens, c'est assez beau et moi ça me fait plaisir en fait de me dire peut-être qu'un jour voilà je vais croiser quelqu'un dans la rue qui aura un t-shirt, un pull Valavi et je pourrais lui dire pourquoi j'ai créé ça, quelle histoire il y a derrière, que vraiment il y a du sens à cette marque et donc voilà, l'idée, c'était d'en faire un petit peu c'était le slogan de la marque, la fringue résiliente, dans le sens où c'est un vêtement qui est made in France, qui est fait avec des stocks dormants, donc ça veut dire qu'on va pas on va pas consommer plus, donc on fait avec ce qu'il y a en précommande, c'est-à-dire on fabrique que ce qu'on vend, et c'est toute une démarche, tout un projet en fait. Pas de gaspillage et ce que je comprends aussi, c'est que il y a une intention aussi de donner dans ton projet, parce que ta maman, elle avait un cancer, ouais. Et il y a une partie des bénéfices qui sont reversés à la Ligue contre le cancer. C'est ça ? C'est ça. 1% des bénéfices qui est versé à la Ligue contre le cancer, et du coup ça porte aussi voilà un message d'espoir, un message de soutien à tous ceux qui vivent ça, et puis de pouvoir en parler surtout parce que c'est des sujets où c'est assez tabou de parler des cancers, c'est assez tabou de parler du deuil, et je trouve qu'on aurait intérêt à en parler un peu plus pour être accompagné, être mieux préparé, même si dans l'idée on n'est jamais prêt à perdre quelqu'un, à avoir un cancer, tout ça. Mais je trouve que ça rentre un petit peu plus dans la sphère publique. C'est important. Par rapport à ton histoire, t'es passé du Evan qui souffrait, qui était seul dans sa souffrance, et qui aujourd'hui non seulement crée ce projet qui est un message en fait, je vais vendre des vêtements qui portent une valeur forte de résilience, de continuer de vivre, et en même temps, qui va même jusqu'à donner et donc reverser une partie des bénéfices à la Ligue pour le cancer. En fait, c'est comme s'il y avait du Evan tout contracté, douloureux, souffrant. Il y a quelque chose qui s'ouvre et qui va même au-delà, en fait, qui touche dans l'intention de toucher et d'aider d'autres personnes. Ben oui, mais après, je suis le premier surpris de ce changement, moi, même moi-même, quand
j'ai commencé à aller vraiment mieux. Je me disais, mais c'est incroyable, mais je me sens bien, quoi. Et cette marque, ça parle aussi de mon chemin, en fait, de mon parcours et du parcours de beaucoup de personnes, en fait. C'est-à-dire de retrouver ce goût à la vie. Ça porte vraiment un message d'espoir, de se dire, bah voilà, même si moi, c'est vrai que tu m'as vu au début, j'étais vraiment au fond du trou. Et en fait, quand je me vois maintenant, je me dis, mais il faut que les gens qui vivent ce genre d'expérience puissent voir qu'on peut, on peut changer, on peut en faire quelque chose de, de bien et qu'en fait, la vie s'arrête pas au décès d'un parent. Et ça, c'est vraiment un message que je veux transmettre parce que j'étais moi-même le premier surpris de cette évolution. Ce que je ne pensais pas possible, en fait. Et ce que tu dis aussi, c'est qu'en fait, c'est pas nier la souffrance que tu as eue avant. C'est pas nier la souffrance que j'avais avant et c'est pas nier la souffrance que j'ai encore. C'est juste que la souffrance fait partie de moi maintenant. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des moments, je vais être triste, je vais avoir quelques larmes, mais c'est des larmes, des larmes chaudes, des larmes remplies d'amour en fait. Enfin, c'est juste, ça montre tout l'amour que j'avais pour ma mère. Et puis en parler, moi, ça me fait du bien. Et voilà, c'est juste accepter les émotions qui viennent. Et même si elles sont négatives à un moment, en fait, c'est pour notre bien, en fait. Le corps est fait comme ça. Comment, justement, pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, comment on commande un t-shirt comme celui que tu es en train de porter? Et en fait, j'ai un compte Instagram qui s'appelle We Are Valavi, où on peut suivre un petit peu tout ce qui se passe. Et il y a aussi un site internet qui est valavi.fr. Qui va permettre de commander directement les fringues. Donc c'est que des précommandes puisqu'on ne produit que ce qu'on vend. Donc en fait il y a une phase de prévente et ensuite à partir du moment où j'ai assez de ventes pour démarrer la production, je tiens à informer tous les acheteurs et il y a un certain délai d'attente, mais on est plus dans un système de slow fashion, c'est-à-dire de prendre le temps de produire intelligemment les vêtements et de pas être dans la mode. Dernièrement, on en entend beaucoup parler de Shine, de toutes ces marques qui se développent, qui produisent beaucoup et on reçoit les affaires 2-3 jours après. Moi, c'est pas sur le même mode, mais c'est aussi ce qui permet d'avoir des fringues qui vont durer très très longtemps et d'avoir vraiment une qualité, une vraie qualité du made in France de partout et surtout de pas surconsommer. En fait, quand je t'écoute, j'entends la question de la mémoire, de quelque chose qui dure et pas que tu consommes et que en quelques jours ça n'existe plus. C'est ça, oui. C'est l'idée, c'est de perdurer dans le temps, de pouvoir de par les vêtements parler de ma mère, parler de la vie, de parler de la vie en général en fait, de ce qui de ce qu'il y a de bien et de beau dans la vie. Je te remercie, Evan. Va-la-vie.fr, c'est ça? C'est ça. Pour trouver ton site et donc pour commander. Donc vous avez des t-shirts, qu'est-ce que vous avez d'autre? Alors j'ai deux, il y a des t-shirts et des sweats et il y a 3 couleurs de t-shirts et 2 couleurs de sweats. Avec à chaque fois donc le petit logo Valavi ici qui est brodé. Tous les vêtements sont faits en Savoie à Chambéry et derrière le t-shirt vous verrez il y a un V comme une sorte de ligne de vie qui est reprise derrière le t-shirt et derrière le sweat. Donc il y a vraiment des petits clins d'œil à chaque fois à l'histoire à l'histoire que j'ai vécue et donc ça sera avec grand plaisir que
je partagerai cette histoire avec vous. Merci beaucoup, Evan. Si petit dernier clin d'œil avant qu'on se sépare, c'est que tu m'avais partagé que tu allais bientôt, dans quelques mois, avoir un événement heureux dans ta vie. Oui, en effet, je vais être papa d'ici 2 mois, donc ça va être dans vraiment pas longtemps. Pour le coup, c'est un gros changement de vie. Et j'ai hâte et ça tombe aussi, ça tombe un petit peu en même temps que le démarrage vraiment de Valavi, donc ça porte aussi un sens, un certain sens pour moi puisque c'est la naissance d'un nouvel être, donc c'est totalement dans les thématiques. Donc voilà, j'ai hâte de rencontrer mon enfant et de m'ouvrir à cette nouvelle vie. Eh ben, écoute, je te remercie, Evan. Je te souhaite longue vie à ton projet, à Valavi, et à cet enfant qui arrive bientôt. Et je te remercie d'avoir pris le temps de partager ton histoire, ton projet aujourd'hui. Merci, Johan, de m'avoir permis de partager tout ça. C'est avec plaisir. J'espère que le témoignage d'Evan t'a aidé et qui t'a inspiré. Et si t'as aidé et que tu penses qu'il peut aider aussi d'autres personnes qui sont en train de vivre un deuil, dans ce cas, pense à le leur partager. Je viens de mettre en ligne un guide vidéo dans lequel j'explique précisément ce qui bloque quand on a vécu un deuil traumatique et ce qui fait que le manque continue de nous peser même après des années. J'explique comment retrouver une paix durable dès aujourd'hui. Pour retrouver ce guide, le lien c'est masterclass.orphelinaupluriel.fr/guide et tu vas retrouver le lien pour y accéder en description du podcast et en dessous de la vidéo.